Ben, les amis, bonjour, bonsoir surtout. Maintenant, il est 19 heures, commence à faire nuit. Donc, bonsoir tout le monde. Heureux de vous retrouver comme d'habitude autour du fœtus et surtout en compagnie, la bonne compagnie de Jean-Philippe Beau. Jean-Philippe Beau qui ne cesse de nous épauler, de continuer à communiquer avec nous malgré ces conditions lamentables de Covid. Donc, on continue à faire ces formations et ces échanges d'idées avec ce grand maître. Donc, aujourd'hui, dans le cycle de ces formations sur le cerveau fœtal, on a fait le tour avec pas mal de sujets. Et aujourd'hui, il va nous traiter un sujet qui lui est cher. Je sais qu'il lui est très, très cher parce que c'est la ligne médiane. Et pour la ligne médiane, il faut perfectionner les coupes sagittales, les coupes coronales. Et on ne peut pas prétendre faire une bonne ligne médiane sans maîtriser ses coupes. Donc, c'est à lui de confirmer tout ça. Et on l'entend avec beaucoup de plaisir. Et on le remercie encore une fois en votre nom. Je sais que vous envoyez chaque fois plein de remerciements pour Jean-Philippe. Il faut qu'il entende qu'il est toujours bien écouté, très estimé et qu'on l'aime beaucoup ici à Casablanca et par tous les confrères qui viennent de toutes les régions du Maroc. À toi, mon Jean-Philippe. Eh ben, écoutez, merci. Ça fait très chaud au cœur, effectivement, d'entendre ces agréables paroles de ta part, Moustapha, et de la part des collègues. Vous me manquez. J'espère que les choses, à chaque webinaire, je vous dis ça, j'espère que les choses vont effectivement s'arranger pour qu'on puisse se retrouver en présentiel. Alors donc effectivement, on a pas mal parlé du cerveau, on a vu un certain nombre de parties du cerveau et on va passer là à la ligne médiane. Alors j'attire votre attention sur le fait que la ligne médiane peut être sustentorielle et aussi sous-tentorielle au niveau de la fosse postérieure. Dans le topo présent, je vais limiter mon propos uniquement à la ligne médiane sus-tentorielle. Alors, qu'est-ce que c'est les tâches tutorielles? C'est les tâches qui est situées au-dessus de la tente du cervelet, matérialisée ici en rouge sur une coupe sagittale à gauche et sur une coupe coronale à droite, avec cet aspect assez caractéristique en toit qu'on voit ici, et donc ici le sommet de ce toit, le fait de ce toit. Et donc, les tâches sustentorielles, c'est cette partie qui est ici en jaune. Alors, un petit rappel embryologique, comme à chaque fois. Vous savez que les vésicules cérébrales sont d'abord au nombre de 3. Et ce qui va nous intéresser particulièrement ici, dans cette ligne médiane sustentorielle, c'est le proencéphale qui va se diviser en télencéphale et en diencéphale. Et donc, je vous ai fait ici une image à partir d'un VCI OmniView. Et donc, vous voyez que sur un embryon qui est jeune, puisqu'il fait 21 mm, c'est-à-dire moins de 9 semaines, et vous voyez qu'on voit très bien ici les deux vésicules télencéphaliques, le diencéphale qui est ici, et que ça correspond à cette image qu'on a, ce schéma sur la droite. Le tube neural va avoir un certain nombre de courbures qui vont se former. Une courbure très antérieure qui est la courbure crânienne, une courbure plus médiane, courbure pontique, et puis la courbure cervicale. Et ça, c'est évidemment le tube neural dans sa partie supérieure au niveau de l'extrémité céphalique. Il faut se rappeler l'anatomie de la ligne médiane quand on fait l'échographie. À chaque fois, cette question, effectivement, revient sur le tapis puisque ça paraît difficile de faire de l'échographie sans faire de l'anatomie. Et donc, on a ici les structures de la ligne médiane avec le corps calleux, la tente du cervelet, ici les veines cérébrales internes. Bien sûr, en dessous, on a le tronc cérébral et le vermis cérébelleux. On peut voir ici très bien la cavité du septum. On peut voir très bien ici le troisième ventricule qui a cette forme assez particulière avec tous les récessus. Bien sûr, le plexus choroïde qui est ici au plafond du troisième ventricule, mais qui est un peu difficile à voir, on en reparlera. Et puis, l'aqueduc de Sylvius qui va joindre le V3 avec le V4 ici. Et puis, ensuite, ce liquide céphalorachidien va baigner les espaces péricérébraux en passant à travers les foramènes de Magendie et les foramènes de Louchka.
Un schéma que j'avais emprunté au livre qu'avait fait il y a quelques années à la couture, avec en particulier donc ce corps calleux, la cavité du septum, et puis ici vous voyez un endroit qui est souvent retrouvé, dont on parle beaucoup, c'est la cysterne quadrigeminée, où il y a très souvent des kystes arachnoïdiens. Et puis, bien sûr, d'autres citernes, la citerne pré-pédonculaire ici, qui est, ou prépontique, qui est aussi souvent impactée, et en particulier dans tout ce qui est agénie septale et chiasme. Quelques images de phétopathologie en coupe sagittale et en coupe axiale. L'anatomie de la ligne médiane, d'un point de vue échographique, cette ligne médiane est le siège des commissures interhémisphériques. Les commissures interhémisphériques, c'est des endroits où les fibres nerveuses vont passer d'un hémisphère à l'autre. Et vous voyez ici ce corps calleux, qui est la principale commissure. Une deuxième commissure importante, c'est le trigone. Et puis deux autres commissures plus accessoires, la commissure antérieure et la commissure postérieure, entre parenthèses, difficile à individualiser bien sur une coupe échographique en raison de leur taille qui est assez petite. Alors, comment on va étudier la ligne médiane? Eh bien, déjà, évidemment, on va se faire une idée au premier trimestre et même au early premier trimestre, avec ici une coupe de l'extrémité axiale du fœtus, de l'embryon, puisqu'on est encore dans la période embryonnaire, à 7 semaines plus 3 jours, avec les deux vésicules téléencéphaliques. Ici, le diencéphale. Vous voyez que les choses progressent. 10 semaines, on a ici effectivement les deux vésicules téléencéphaliques. Au passage, on voit très bien le futur cervelet avec cet espace qui sera le quatrième ventricule et qui, pour l'instant, n'est pas encore fermé. Une image ici en dynamique avec un balayage dans le plan axial, et vous voyez qu'on retrouve en particulier très bien dans la partie antérieure les deux vésicules téléencéphaliques et ici le diencéphale. L'aspect classique lors de l'échographie morphologique du premier trimestre, c'est-à-dire entre 11 et 14 semaines, avec une coupe qui passe ici au niveau des noyaux centraux. On a les plexus choroïdes des ventricules latéraux, la faute du cerveau, les deux ventricules latéraux ici. Au passage, il est à noter que le parenchyme cérébral, évidemment, est très peu épais, et on retrouve ici le diencéphale et l'aqueduc de Sylvius, donc ventricules latéraux, diencéphale et aqueduc de Sylvius. Sur une coupe sagittale, alors cette coupe sagittale est intéressante et elle a été très mise en évidence par la maison de la clarté nucale, mais aussi par la recherche de la clarté intracrânienne qui est ici, qui se trouve ici, en fait, qui se trouve avec le V4, mais là, on n'est plus dans notre sujet puisque nous sommes en sous-tentoriel. Et ici, par contre, le diencéphale avec ce relief assez arrondi vers le haut. Et puis, quand on est sur une coupe médiane, on voit bien les fosses nasales et le palais. Alors, la vascularisation, on peut assez tôt voir cette vascularisation, et en particulier les artères cérébrales internes et déjà une artère qui va être l'artère péricaleuse. Je pense qu'à un moment ou à un autre, on va trouver des éléments qui nous feront penser qu'il y a probablement une agénésie du corps calleux derrière. Je regarde toutes les artères péricaleuses au premier trimestre. À un moment, on va bien avoir quelque chose qui va sortir. Alors, deuxième et troisième trimestre, c'est-à-dire lors de l'examen morphologique et lors de l'échographie du troisième trimestre, d'abord les aspects techniques. Donc, les plans de coupe, vous les connaissez. Et pour ce qui nous intéresse, c'est-à-dire la ligne médiane sustentorielle, en axial, on va utiliser deux plans de coupe. Le plan transventriculaire, qui est ici stylisé par ce trait jaune, point de rotation ici dans la cavité du septum pellucidum, et puis un plan qui est un peu plus incliné en bas et en arrière, et qui est le plan du BIP. Et vous voyez que le plan transventriculaire et le plan du BIP, je vous avais déjà dit ça dans un topo précédent, ne sont pas tout à fait identiques. Alors, bien sûr, on peut utiliser le TUI. Le TUI a l'avantage de pouvoir, sur un seul volume, avec des coupes étagées, retrouver toutes les structures, et en particulier quand on a potentiellement une anomalie, de voir à quel niveau
se situe l'anomalie et de bien la placer par rapport aux structures avoisinantes. Plan sagittaux, il y a évidemment le plan de la ligne médiane qui est le plan classique que vous connaissez, en particulier avec la visualisation du corps calleux. J'ai laissé le plan parasagittal parce que ce plan parasagittal permet de bien voir les ventricules, leur contenu avec ici un plexus choroïde, la paroi du ventricule qui est une paroi qui est finement échogène. Et vous savez très bien que si cette paroi prend un aspect échogène, on l'a vu sur le topo sur les ventriculomégalies, on peut effectivement penser à un segment intraventriculaire. Bien sûr qu'on peut aussi utiliser des plans du TUI avec des plans sagittaux sur la ligne médiane et vous retrouvez toutes les structures. Ça permet de mettre là aussi sur le même plan un certain nombre de paramètres qui sont utiles à étudier en même temps. Alors les plans coronaux, je dirais qui doivent être réalisés par 10% des échographistes et qui pourtant sont extrêmement informatifs. Et ces plans coronaux sont ici stylisés de l'arrière vers l'avant. Le plan coronal postérieur, vous voyez qu'on est juste au-dessus du cervelet ici. Plan coronal médian avec la partie médiane des vallées sylviennes qu'on voit ici, les noyaux gris centraux. Plan coronal antérieur avec la cavité du septum pellucidum et les cornes frontales, et même encore un tout petit peu plus en avant, les deux cornes frontales. Bien évidemment, le corps calleux qui est ici, qu'on voit parfaitement bien ici, et dont on comprend très bien qu'il s'agit effectivement d'une commission, puisque en fait, ça va d'un hémisphère cérébral à l'autre. On peut évidemment aussi réaliser du TUI avec ces éléments importants. Et j'ai remis ici ce que j'avais dit déjà dans un topo précédent et que je ne cesse de dire. Il n'y a que les plans coronaux qui permettent d'apprécier la symétrie cérébrale. Et vous voyez qu'ici, on a les deux vallées sylviennes. On a une symétrie et des hémisphères ici pariétaux et ici des hémisphères frontaux, pardon, et ici des hémisphères temporaux. Alors, on va étudier les différentes structures de la ligne médiane et puis après, on passera évidemment aux principales pathologies. Donc, on va regarder la cavité du septum pellucidum, le complexe antérieur, le corps calleux, le trigone ou fornix, le troisième ventricule et on fera un petit spot sur la vascularisation. Alors, la cavité du septum pellucidum, je vous ai évidemment, je vous l'ai représenté dans les trois plans et j'insiste particulièrement sur le fait que la coupe coronale ici est absolument fondamentale pour visualiser correctement les parois latérales de la cavité du septum. Bien sûr qu'on peut voir en coupe axiale et en coupe sagittale, on voit très bien la forme de cette cavité du septum pellucidum. Une petite variante à connaître parce que souvent ce problème se pose, eh bien, on a l'impression parfois que la cavité du septum pellucidum est prolongée très en arrière et en fait c'est un cavum vergué et donc avec cet aspect un peu arrondi de la partie postérieure du cavium vergué qui est tout à fait caractéristique. En fait, on peut considérer que c'est purement une variante de la normale. Donc ce complexe antérieur ici, ce complexe antérieur, c'est quoi? C'est formé par quoi? C'est formé par ici la faux du cerveau, le genou du corps calleux qui est ici, et cette cavité du septum pellucidum. Donc ça permet de se faire une idée d'une zone extrêmement importante, puisque en plus on a évidemment les cornes frontales des ventricules latéraux, et donc on a une idée de cette région qui est une région, je dirais, tout à fait cruciale dans l'anatomie du cerveau. Ça, c'est ici à 22 semaines. Et vous voyez qu'à 26 semaines, peut-être que le sillon précalleux est encore un peu plus visible. Et puis, on voit assez bien la partie antérieure des colonnes du trigone, et qui est un deuxième élément aussi important. Le corps calleux est bien évidemment visible essentiellement dans son déroulement sur la coupe sagittale, visible très bien ici sur une coupe coronale, et on imagine qu'avec des coupes coronales serrées, en particulier avec le TUI, eh ben, on va bien voir ce corps calleux. Et puis ici, évidemment, sur la coupe axiale, eh ben, on voit
uniquement le genou du corps calleux. Donc, l'idée qui consisterait à se faire une idée précise du corps calleux sur une coupe axiale ne résiste pas au raisonnement. On peut utiliser évidemment le mode volumique et on voit très bien la correspondance ici entre la coupe sagittale et la coupe coronale. J'ai fait en plus ici une omniview, vous voyez, avec une courbure qui suit le corps calleux. C'était juste pour vous montrer qu'en fait, ce corps calleux a une structure assez peu écogène, ce qui est logique puisqu'en fait, là, on fait une acquisition de telle façon à ce qu'on est au niveau des fibres. On peut peut-être éventuellement même deviner les fibres ici. Le corps calleux se développe comment? Le corps calleux se développe de l'avant vers l'arrière avec un espèce de mouvement d'enroulement, comme vous le voyez avec cette flèche ici. Et vous voyez qu'ici, à 18 semaines, on peut parfaitement déjà se faire une idée du corps calleux. Il y a une petite chose qui est très importante en ce qui concerne ce corps calleux, c'est que cette partie qui est antérieure et qui correspond au rostrum ou au bec du corps calleux, en fait, est d'une origine embryologique différente, est d'apparition plus tardive, et on peut parfaitement imaginer avoir des anomalies du rostrum avec une absence de rostrum, donc une agénésie partielle antérieure sur cette partie. Je vous ai mis un détail ici pour que vous voyez bien cette forme pointue en arrière et vers le bas du rostrum du corps calleux. Alors, le corps calleux va évoluer évidemment dans sa taille, bien évidemment, dans sa structure aussi, dans sa forme. Et vous voyez qu'ici, on est à 19, 23, 29, 32, et que ce qui est extrêmement important pour le corps calleux, c'est de bien visualiser l'ensemble de ces parties, rostrum, je me répète, rostrum, genou du corps calleux, le corps, et puis bien aller voir le splénium, puisque à partir du moment où le corps calleux va se développer par un mouvement d'enroulement de l'avant vers l'arrière, et bien évidemment, s'il y a une agénésie partielle, il va manquer probablement une partie du corps et le splénium. Alors, je veux pour preuve des structures très variables du corps calleux ces images qui m'avaient été données par mon ami Pascal Sanigo, et on voit très bien que ces corps calleux qui sont tout à fait normaux ont quand même des formes qui sont variables. Il s'agit ici d'IRM, mais effectivement, le propos serait le même en échographie. On peut mesurer ce corps calleux. Alors, vous aurez de toute façon ces topos et je vous renvoie à ces courbes qui ont été faites par mon ami Revel Aquiron il y a quelques années déjà. Et vous avez d'autres possibilités. On avait fait une courbe à l'équerre, il y a Malinger qui fait une courbe, enfin, vous avez différentes possibilités. Alors, un petit mot des autres commissures et en particulier du trigone. Vous voyez ici un schéma que je vous ai fait sur ce trigone et qui explique pourquoi ça s'appelle un trigone, puisque c'est une forme triangulaire et en fait les fibres passent d'un côté à l'autre. Ce trigone, vous le voyez assez régulièrement quand vous faites une échographie. C'est cette structure ici qui correspond parfaitement aux colonnes qu'on voit très très bien ici. Et là, je me suis amusé à faire un triplan. On voit effectivement à nouveau le trigone ici dans sa partie médiane qui correspond au corps. Et puis, on voit un peu cette forme en aile de papillon ici qui correspond assez bien à ce qu'on voit sur le schéma. Le troisième ventricule est assez peu visible en coupe axiale à 22 semaines. Il devient nettement plus visible à 25 semaines et correspond à cette structure anéchogène entourée des deux petites bandes ici échogènes. Et bien sûr qu'en avançant, il va devenir un peu moins virtuel et qu'à 32 semaines, on le verra assez bien. C'est intéressant de le voir en coupe sagittale et voilà une image à 27 semaines. On voit assez bien ce troisième ventricule. On le voit encore mieux un peu plus tard et vous voyez que c'est avec cette forme très particulière et tous les récessus qui sont ici. On a le foramen interventriculaire, c'est-à-dire qu'il y a un trou de Monro qui est ici, qui fait communiquer les ventricules latéraux et le troisième ventricule. Et puis ici, au milieu, au-dessus du troisième ventricule, on a l'adhésion interthalamique qui est tout à fait importante à visualiser.
Troisième ventricule en coupe coronale, à 24 semaines, pratiquement, c'est très difficile de le voir. Ça devient un peu plus facile à 28. Et puis, par contre, à 32 semaines, on voit assez bien ce troisième ventricule. Il ne faut pas penser que ceci est le plexus choroïde du troisième ventricule. C'est en fait le corps du fornix ou trigone. Le troisième ventricule est effectivement au plafond, pardon, le plexus est effectivement au plafond du troisième ventricule, mais bien qu'il ait une structure anécogène, est quasiment impossible à distinguer du trigone. Alors, un petit mot de vascularisation, évidemment, artère péricaleuse qui va contourner le corps calleux. On parlera tout à l'heure de l'artère péricaleuse dans les algies du corps calleux, et je vous dirai vraiment ce que j'en pense. Il faut connaître aussi les artères calloso-marginales qui sont ici et qui sont dans le premier sillon qui est au-dessus du corps calleux. Et puis ici, on voit très bien la vascularisation avec les carotides. Et bien sûr, ces artères péricalleuses sont des branches des artères cérébrales antérieures. Voilà, donc ça, c'est le décor est planté. Maintenant, on va parler des aspects pathologiques qui sont des choses qui sont quand même assez fréquemment, auxquelles on est assez fréquemment confronté. Alors, au premier trimestre, eh bien, évidemment, dans ces anomalies de la ligne médiane, la plus fréquente est l'holoprosencéphalie dans sa forme allobaire. Et on voit ici un premier signe de l'holoprosencéphalie, c'est la fusion des masses cérébrales. L'autre signe le plus classique, évidemment, étant ce ventricule unique, puisqu'en fait, on a une fusion des deux ventricules latéraux. Des signes accessoires ou complémentaires, eh bien, l'hypotaylorisme qui peut confiner à la cyclopie. Vous voyez qu'ici, on a une seule oreillette avec un seul œil, et puis ce proboscis qui correspond à une espèce de trompe au-dessus de l'orbite unique ou au-dessus de l'hypotaylorisme, avec un massif au niveau du nez qui est complètement hypotrophique. Alors, sur ce TUI, on retrouve tous les signes, hein, le ventricule unique, la fusion des bases cérébrales. Ici, c'est un cyclope avec deux cristallins. Ici, l'absence de nez. Et puis, on a une correspondance ici qui est une correspondance fœtopathologique, proboscis, cyclopie. Et ce fœtus-là n'avait pas de fente, mais on a assez souvent une fente. Alors, on peut voir aussi des holoprosencéphalies dans la forme semi-lobaire, c'est-à-dire c'est la partie vraiment antérieure des hémisphères cérébraux qui est fusionnée. Vous voyez qu'on a ici une communication tout à fait anormale au niveau des ventricules, et puis ici un pont de tissu cérébral qui unit les deux. Par contre, la partie postérieure, au niveau des thalamies et au niveau de l'aqueduc, est tout à fait normale. On retrouve ces images ici sur ce TI. Alors, aspect au deuxième et troisième trimestre, et donc trois éléments à prendre en considération. Les anomalies de clivage, les holoprosencéphalies, qui sont surtout des pathologies qui doivent être dépistées au premier trimestre. Les anomalies commissurales, et on a beaucoup parlé des commissures, c'est évidemment les anomalies du corps calleux, qui sont des agénésies, d'hypoplasie, d'hygiénésie, lipome. Et puis, anomalie du septum pellucidum avec agénésie septale, absence de septum et des aspects un tout petit peu particuliers pour faire le tour de la question. Et donc, anomalie de clivage, voilà la possibilité d'anomalie de type holoprosencéphalie, un cerveau normal, la forme allobaire, la forme semi-lobaire qui est antérieure, la forme lobaire qui est encore plus limitée, et puis une forme entre les deux qui intéresse aussi la partie centrale. Alors, on peut quand même voir de temps en temps des holoprosencéphalies allobaires chez des patients plus avancés dans le terme. C'est parce qu'en fait, il n'y a pas eu de premier trimestre où ça a été raté, mais c'est plutôt parce qu'il n'y a pas eu de premier trimestre. Et on retrouve exactement tous les signes qu'on avait trouvés auparavant au premier trimestre, avec parfois, comme ici, une narine unique. Et puis ici, on voit très bien la fusion des os frontaux, la disparition de la suture métopique et une orbite ici osseuse qu'on voit très bien. Et puis, effectivement, ce fœtus cyclope
qu'on a ici sur la gauche et sur la vidéo. Évidemment qu'on peut retrouver des holoprosencéphalies semi-lobères aussi. Et vous voyez que ce fœtus-là avait une holoprosencéphalie semi-lobère ici avec le ventricule, mais avait aussi des anomalies de la fosse postérieure, puisque ce V4 est tout à fait anormal. Alors, en ce qui concerne les holoprosencéphalies lobères, ça, c'est un tout petit peu plus difficile, un tout petit peu plus touchy, parce qu'on voit effectivement sur cette coupe axiale, il faut être attentif à très bien regarder la cavité du septum pellucidum, qu'on ne voit pas. Et pourquoi on ne la voit pas? Parce qu'en fait, on a un pont de tissu cérébral qui passe ici. Et quand on fait une coupe coronale à ce niveau-là, on voit très bien effectivement que les deux hémisphères frontaux sont fusionnés, ce qu'on trouve parfaitement ici. Et quand on est habitué à l'anatomie, qu'on connaît l'anatomie comme c'est votre cas maintenant, et quand on met du Doppler et qu'on regarde le trajet des artères cérébrales antérieures, on s'aperçoit que ces artères cérébrales antérieures sont légèrement décalées vers l'avant, simplement parce que ici, comme il y a fusion du tissu cérébral à hauteur de ce qui devrait être la cavité du septum pellucidum, les artères cérébrales vont passer où elles peuvent, et donc elles passent un peu plus en avant que dans leur trajet habituel. Alors, les anomalies commensurales et les anomalies du corps calleux. Et on va évidemment commencer par les agénésies. Alors, les agénésies du corps calleux, j'ai volontairement commencé par les signes indirects, car en fait, c'est souvent les signes indirects qui vont amener à s'interroger et amener au diagnostic. Et puis, bien sûr, les signes directs confirment. Alors, les signes indirects, le premier élément, c'est la ventriculomégalie. Et cette ventriculomégalie a une forme assez particulière, c'est-à-dire qu'elle a une forme dite en teardrop, c'est-à-dire en larme, avec cet aspect un peu bombant qui correspond effectivement à cette larme qu'on voit ici. Et quand j'ai tourné cette image pour vous montrer la similitude entre la larme et cet aspect, et les cornes frontales étant nettement moins touchées. Sur le plan axial, l'aspect du complexe antérieur est tout à fait anormal. On ne retrouve pas la cavité du septum pellucidum et on ne retrouve pas la cavité du septum pellucidum. Pourquoi? Parce qu'elle n'existe pas. Par contre, à son niveau monte le troisième ventricule qui est ascensionné. Et quand on fait une coupe ici axiale un peu rapide, on se dit tiens, ça ressemble à une cavité du septum pellucidum, mais en fait pas du tout. C'est le troisième ventricule. En sachant qu'en plus, vous voyez, on voit très bien que ce troisième ventricule est assez élargi. Donc voilà, c'est l'aspect de ce troisième ventricule qui est ascensionné. Le plan coronal est impératif parce que c'est sûrement un des meilleurs signes indirects de l'agénésie du corps calleux. Et ça se manifeste comment? Ça se manifeste par un écartement des cornes frontales qui sont concaves vers l'intérieur, alors que normalement, elles sont plus proches et elles sont concaves vers l'extérieur. Et donc cet aspect classique ici est l'aspect en corne de taureau, et c'est à mon avis vraiment pour moi le meilleur signe d'agénésie du corps calleux, complète voire partielle. Donc l'aspect ici normal en ce qui concerne ces cornes frontales. Les signes indirects toujours, aspect en triple feuillet. Alors aspect en triple feuillet, du fait de l'absence de ce corps calleux, il y a un écartement des hémisphères frontaux, et on voit ici la faute du cerveau qui est entre les deux, qu'on voit sur ces différentes coupes, et bien sûr qu'on retrouve ces cornes frontales avec leur aspect écarté et concave vers l'intérieur. Un témoin ici pour qu'on se rende compte effectivement de la différence de ces images, et vous voyez ici que les hémisphères frontaux sont quasi collés. Alors, des signes indirects, bien sûr qu'une fois qu'on s'est posé la question, on pourra regarder la vascularisation cérébrale et on verra effectivement qu'on ne retrouve pas le trajet habituel d'une artère péricaleuse. Et puis, un élément important, du fait de cette absence de corps calleux, la giration, donc aspect qui ne peut être visible qu'au troisième trimestre, la giration en fait est radiaire, elle part du centre du cerveau et non plus comme on peut l'avoir avec
les jurus singulaires, et donc on voit cet aspect tout à fait habituel dans les allergies du corps calleux au troisième trimestre. Et puis bien sûr, une fois qu'on s'est bien posé, qu'on a bien visualisé ces signes indirects, eh bien c'est facile de faire une coupe sagittale et de retrouver sur ces coupes sagittales aucune structure correspondant au corps calleux. On voit très bien le trigone. On voit ici ce qui est certainement un troisième ventricule ascensionné et le témoin à côté. Vous voyez que manifestement, il n'y a pas de comparaison possible entre ces deux aspects. Une autre image ici, un peu plus tardive, à 32 semaines, avec les plis radiaires qu'on voit ici. Et pareil, témoin que je vous ai mis à côté pour que vous puissiez vous rendre compte de la différence et vous mettre ces images dans l'œil. Et donc, sur un mode triplan en volumique, eh bien, on peut très bien retrouver les différents signes avec les cornes frontales qui sont très écartées, ce qu'on voit sur ce plan coronal et sur ce plan axial, et puis ce troisième ventricule ascensionné que vous voyez très bien ici sur ce plan sagittal. Et donc là, encore une fois, intérêt du mode triplan pour visualiser ces différents paramètres les uns par rapport aux autres. Alors, ce qui est assez fréquent de visualiser, c'est des kystes arachnoïdiens au niveau de la ligne médiane. Je vous ai mis une image ici en TI et on voit bien ces volumineux kystes arachnoïdiens. Il faut savoir, quand on a ça au milieu du cerveau, savoir bien regarder le corps calleux pour effectivement pas passer à côté d'une agénésie de ce corps calleux. Alors, aspect IRM, voilà là aussi des images de mon ami Pascal. Je pense que Mustapha pourrait nous montrer absolument les mêmes images et vous voyez qu'elles sont copies conformes avec ce qu'on voit en échographie et donc rien d'extraordinaire. Et je pense qu'on est en plus certainement un peu plus à l'aise avec l'échographie pour le Doppler. On voit des vaisseaux ici, mais je pense qu'on les voit plutôt moins bien qu'on pourrait les voir en Doppler. Alors, il faut rechercher des lésions associées, c'est très important. Et les lésions associées à rechercher, c'est des anomalies de la giration. Ici, on voit des hétérotopies, c'est-à-dire des amas de neurones qui n'ont pas migré au bord des ventricules et avec des troubles de la giration et donc à chercher de façon tout à fait pugnace l'agénésie du corps calleux pouvant n'être que la partie visible de l'iceberg, donc savoir aller chercher d'autres choses. Alors, ça c'était agénésie complète. Il y a d'autres dysgénésies du corps calleux. On pourrait dire que la génésie complète est une dysgénésie, mais comme il n'y a pas de corps calleux, c'est un peu exagéré. Donc, les autres dysgénésies du corps calleux, eh bien évidemment, agénésie partielle. Et vous voyez que ce corps calleux est épais, en particulier au niveau du genou et au niveau de la partie antérieure du corps, et surtout qu'il manque toute une partie postérieure du corps et le splénium. C'était à partir d'un volume, vous voyez, puisqu'on a, j'ai ici du VCI, et donc ça permet d'être sûr qu'il y a effectivement une partie qui manque. Ici, une autre agénésie partielle, vous voyez, qui porte aussi sur la partie postérieure. On en trouve assez fréquemment. Et vous voyez qu'en plus, ce corps calleux, effectivement, est épais, ce qui est tout à fait normal. Et ici, 14,3, on doit être à 22 semaines, ce qui est tout à fait normal. Alors ici, et je vous avais attiré votre attention tout à l'heure sur l'aspect différent de l'embriologie et en particulier du rostrum. Et bien, vous voyez ici qu'en fait, on a quasiment tout le corps calleux, mais qui manque la partie antérieure du genou et qui a absolument pas de rostrum, de bec du corps calleux, alors que quand on voit ici ce témoin, et ben on est tout à fait tranquille. Et puis parfois, il manque, il y a une agénésie partielle avec une partie postérieure, une partie antérieure qui manque, et évidemment on retrouve ces signes indirects et en particulier les cornes frontales qui sont élargies. Que dire de l'hypoplasie du corps calleux? Je veux dire, c'est une discussion qui est jamais fermée et on en discute beaucoup avec les neuropédiatres. Dans l'ensemble, c'est aussi une situation qui est embêtante. Vous voyez qu'on a ici 28 semaines,
26,7 de mesure de longueur du corps calleux, alors qu'à 28 semaines, quand on prend les tables d'Achiron, on devrait être à 34 de moyen et qu'on est très en dessous du 5e percentile. Qu'en pensez? Je vais dire le pronostic que donnent les neuropédiatres est en général à peu près identique à celui de la génésie du corps calleux, c'est-à-dire à peu près 20% de formes très sérieuses. Alors, vous avez certainement entendu parler de ce qu'on appelle le callosome. Le callosome, c'est une étude génétique qui est destinée aux anomalies du corps calleux. Il semblerait que le callosome permet de trouver 25 à 30% d'anomalies en plus de l'ACPA traditionnel. Et la question qui se pose et qui va certainement être à l'ordre du jour dans un avenir proche, c'est est-ce que ces formes graves, enfin ces formes qui vont mal évoluer du point de vue neurologique chez les fœtus, est-ce qu'elles sont en rapport avec ces anomalies du callosome? Et puis, que penser des corps calleux courts et épais? Peut-être qu'on peut discuter quand même ici sur le fait qu'il manque une partie du splénium, parce que ce corps calleux n'a pas tout à fait la forme normale. On est à peu près aussi mal à l'aise dans cette forme que dans les hypoplasies. Alors, on est plus à l'aise en ce qui concerne les lipomes. Les lipomes, c'est en fait une zone qui est écogène, qui est au-dessus, ou ici par exemple, au-dessus et en avant du corps calleux. Et il semble que ce lipome, et ça apparaît blanc parce que en échographie, la graisse apparaît tout à fait écogène. Et donc, ces lipomes gêneraient le développement du corps calleux, mais gêneraient plutôt son expansion. Et il semble que quand il y a un lipome du corps calleux, le pronostic neurologique est nettement plus favorable que quand il y a une agénésie partielle. Alors, vous avez vu une forme curvilinéaire. Voilà ici une forme nodulaire d'un corps calleux, d'un lipome du corps calleux. C'est une image très ancienne. Je pense qu'elles ont plus de 15 ans maintenant, même peut-être plus, presque une vingtaine d'années. Et vous voyez qu'on a cette forme très volumineuse de ce nodule. Ici, avec des images beaucoup plus récentes à 28 semaines, on voit très bien effectivement ce lipome ici. On voit que les cornes frontales sont un peu écartées, mais plutôt pas mal orientées. Et puis ce lipome qui est ici effectivement entoure ici la partie antérieure du corps calleux. Et donc, je vous ai mis cette image pour vous rappeler que, attention, on a une anomalie du corps calleux, que ce soit agénésie complète ou dysgénésie, il faut absolument aller rechercher des anomalies cérébrales associées. Et un exemple ici, c'est une lysencéphalie. Vous voyez que le corps calleux est anormal et quand on fait une coupe coronale, on s'aperçoit que bien qu'on ne soit pas très avancé, on est quand même sur un cerveau très lisse et surtout avec des vallées sylviennes qui sont tout à fait anormales. Là, c'était une lysencéphalie de type 1, de type Miller-Dicker. Donc ça, c'était les anomalies du corps calleux, anomalies commissurales du corps calleux. Les anomalies du septum pellucidum, on va donc voir les agénésies septales, les pathologies avec septum absent et les septums qui ont un aspect particulier. Alors, agénésie septale, eh bien, effectivement, sur le plan axial, on peut déjà avoir la tension attirée par cet aspect qui pourrait correspondre à un aspect de fusion et une absence de paroi latérale du septum pellucidum. Vous voyez que de temps en temps, c'est pas si simple que ça. On peut avoir des doutes et qu'il est hors de question de passer trop vite sur cette coupe axiale et de méconnaître ici une anomalie de ce septum. Sans aucun doute, en ce qui concerne la GC septale, le gold standard, c'est la coupe coronale. Et vous voyez que sur cette coupe coronale, on voit très bien qu'on a une disparition des parois latérales du septum ici, et donnant un aspect de fusion avec les cornes frontales des ventricules latéraux. Je vous ai mis ici un TUI et qui vous permet donc par une série de coupes seriées de voir toutes les structures et là, en particulier la disparition de ces parois latérales du septum. Alors, le problème de la GC septale, on a déjà parlé, je pense, auparavant. Le problème de la GC septale, c'est est-ce que c'est une GC septale isolée avec un pronostic
plutôt excellent, ou est-ce que c'est la traduction de la présence d'une dysplasie septoptique, et cette dysplasie septoptique qu'on appelle la syndrome de Morsier est une forme grave de pathologie, car il y a des troubles visuels qui sont extrêmement sérieux, et des troubles endocriniens graves, puisqu'on est tout à fait dans la région de l'hypophyse et de la tige pituitaire. Alors, comment on peut se faire une idée? Il y avait eu un papier qui avait été publié il y a déjà maintenant longtemps, puisque c'était en 2005, par Catherine Épinard, et ils avaient montré que le taux d'oestriol maternel était abaissé, et comme ce taux d'oestriol maternel, dans ce composant d'oestriol maternel, il y a de l'ACTH fœtal, eh bien, pour eux, c'était un élément qui faisait penser qu'il y avait une atteinte de l'axe hypothalamo-hypophysaire, et donc ça pourrait être intéressant. Sauf que malheureusement, il y a eu un seul cas publié, et que dans les dysplasies septoptiques qu'on a vu dans notre série, on ne retrouvait pas cet oestriol qui a été abaissé. Avec en plus une difficulté maintenant technique, c'est qu'en tout cas en France, on ne trouve plus de laboratoires qui font cette dosage. Alors, j'avais travaillé, vous le savez très bien pour ceux qui me connaissent, sur le chiasma optique, et en particulier sur les branches du chiasma, et j'avais donc publié il y a de nombreuses années plusieurs papiers à ce sujet. Et donc voilà ici, dans le cadre d'une dysplasie septoptique, des branches postérieures du chiasma qui sont très hypotrophiques. On est à 31 semaines. À 31 semaines, on devrait avoir quasiment 2,8 à 3 mm de chaque côté. Et on avait fait à l'époque un travail en double aveugle avec Laurent Guibaud, qui avait lui aussi eu l'impression que le chiasma optique était fin, mais vous voyez que la résolution de l'échographie était meilleure, et encore meilleure à ce sujet que l'IRM. Alors voilà les dernières statistiques, puisque je tiens à jour cette série régulièrement. Je viens d'avoir d'ailleurs le 59e cas, et donc vous voyez 58 fœtus avec une AG septale. Ce qu'il faut se retenir, c'est ça, quand le chiasma est, vous voyez qu'on a ici 43 qu'on a pu suivre complètement, 36 avec des mesures normales, et 34 avaient une vision qui était satisfaisante. Il y a eu une interruption de grossesse pour une schizencéphalie, et puis un enfant qui avait des troubles mineurs. Dans ce groupe ici, où il y avait un chiasma hypoplastique, 4 terminaisons de la grossesse par IMG, et en fait, quand on a fait l'examen phytopathologique, eh bien, on confirmait cette hypoplasie. Et puis, dans ces 3 fœtus qui restent, un fœtus avec un chiasma hypoplastique cet enfant était aveugle, et puis 2 fœtus avec une agénésie, avec une hypoplasie unilatérale du chiasma, et 2 enfants avec des troubles visuels majeurs. Donc, on peut dire quoi? On peut dire que quand on a une agénésie septale, il faut savoir aller regarder attentivement les branches postérieures du chiasma. Si ces branches postérieures du chiasma ont une taille normale, on peut être raisonnablement rassurant pour les parents. Alors, il y a des tas de pathologies où le septum est absent en dehors de la ligne septale, et on va les regarder une par une rapidement sur quelques images. Hydralencéphalie, on comprend bien qu'on ne voit pas de cavité septale. Hydrocéphalie majeure, c'est pareil. Rhombencéphalosynapsis, eh bien, effectivement, la plupart du temps, on ne voit pas la cavité septale, et on a cet aspect assez caractéristique du cervelet avec un bord postérieur qui est convexe vers l'arrière, alors que normalement, il est concave, et puis une giration qui va d'un hémisphère cérébelleux à l'autre, puisqu'elle n'est pas arrêtée par le vernis. Bien sûr, disparition de la cavité septale dans des phénomènes ischémiques, avec ici une schizencéphalie. Et vous voyez qu'on ne voit pas donc plus l'autre bord de la cavité septale. Et puis là, c'est pareil, c'est tellement désorganisé qu'il n'y a pas de cavité septale. Ici, probablement encore un petit bout de cavité septale, mais avec une porencéphalie qui est tout à fait importante. Une rupture clastique, ici, on est dans un cadre d'une infection ACMV. Vous voyez qu'on a une paroi latérale et on ne voit pas l'autre.
et que quand on fait ce TUI, on voit effectivement qu'à certains niveaux, on n'a pas de parois, alors que dans une région plus postérieure, ces parois sont présentes. Agénis du corps calleux, on en a parlé. Évidemment, il n'y a pas de cavité du septum. L'ascension du troisième ventricule. Et donc, si on fait un plan de coupe à ce niveau, attention à ne pas se tromper entre ventricule, troisième ventricule ascensionné et cavité septale. Ça peut être un piège important. Holoprosencéphalie semi-lobaire, on en a déjà parlé tout à l'heure. Et vous voyez effectivement ici que d'abord, cette forme est tout à fait inhabituelle. Ça ne ressemble pas du tout à une AG septale. Et on voit un corps calleux, un petit bout de corps calleux ici. Et pas de paroi, pas de cavité du septum pallidum. D'ailleurs, si on veut faire le diagnostic dans ces anomalies qui pourraient correspondre à une fusion, eh bien, on voit d'abord que la forme n'est pas la même. C'est beaucoup plus étalé ici dans une holopro. Et surtout, compte tenu de la fusion qui existe dans une holoprosencéphalie, eh bien, on en a parlé tout à l'heure, mais là, c'est une forme plus importante, où on voit que les artères péricalleuses, en fait, les artères cérébrales antérieures, vont passer ici sous la table osseuse. C'est ce que mon ami Jean-Pierre Bernard avait appelé le signe du serpent sous la table. Et vous voyez que ici, AJ septale, il n'y a aucune raison que les artères péricalleuses et cérébrales antérieures soient perturbées, alors qu'ici, dans une holoprosencéphalie, elles sont sous la table osseuse. Alors, il y a différents papiers qui paraissent régulièrement. La cavité du septum large, eh bien, l'équipe de Rabi Chaoui avait montré qu'il y avait une relation entre ce septum large et le risque de microdélétion du type 22Q, Q11. J'ai eu un cas il y a quelques mois où effectivement il y avait une délétion 22Q1 et le septum était large. C'est pas ce qui a amené au diagnostic, mais on a retrouvé ce signe. Donc attention, septum large, soyez attentifs. Allez peut-être rechercher d'autres signes pouvant correspondre à la microdélétion 22Q, anomalie cardiaque, fente palatine, thymus absent ou hypoplasique. Donc peut-être que la discussion peut exister de réaliser une amyosynthèse. Que penser du septum échogène? Je crois que personne n'en sait vraiment rien. Et c'est donc une question qui est très ouverte. Ça nous arrive assez régulièrement. Je pense que ce qui est quand même très important dans ces images assez anciennes, celles-là sont plus récentes. Vous voyez qu'on voit assez bien les parois latérales et donc probablement que ça n'a pas le même impact. Et puis, bien sûr, mes chers amis, vous pouvez retrouver ça dans ces deux bouquins. Et je vous ai déjà tenu en haleine avec l'atlas d'écho-anatomie fétale. Ça avance bien et je pense qu'on en est au stade des corrections et qu'il pourra paraître, je pense, dans le courant du mois de janvier, j'espère début janvier. Voilà. Alors, il faut que j'arrête de partager mon écran, désactiver le partage d'écran. Voilà. Merci Jean-Philippe pour ce topo toujours clair et net, mais quand même ça a suscité quelques questions comme d'habitude pour lesquelles tu vas nous répondre. Il y a Leïla qui nous demande pour ce qui est de l'holoprosencéphalie, est-ce que ça peut se voir précocement? Je pense que ça c'est déjà dit. Et il y avait la question, première question de Leïla. Leïla, voilà. L'IRM, voilà. Est-ce que tu demandes une IRM pour les syntélencéphalie? Voilà. IRM. Alors, je n'ai pas parlé de la syntélencéphalie. C'est Léla qui a posé cette question. Oui, tout à fait. Eh bien oui, c'est quand même toujours d'habitude le puits de science. Et donc, et d'ailleurs, je serais déçu si je faisais, je serais même très inquiet si je faisais un webinar, quel qu'il soit, au Maroc, en Algérie, à Tombouctou, s'il n'y avait pas une question de Léla, je serais inquiet et je téléphonerais tout de suite pour savoir si elle va bien. Et donc, c'est une petite plaisanterie, une petite gentillesse pour son assiduité.
Alors, syntéléncéphalie, c'est une forme très particulière de l'oprosencéphalie. Je ne l'ai pas montré, c'est une erreur de ma part, parce que j'en ai déjà vu une, c'est très, très, très rare, et on voit effectivement un corps calleux qui est tout à fait anormal avec une espèce de bosse au milieu, comme si c'était un dromadaire sur le dos du corps calleux, et c'est très caractéristique. La question c'était est-ce que je demande une IRM? Bah, la réponse est oui, je demande une IRM évidemment, mais de toute façon, je veux dire, je pense que encore une fois, il est hors de question d'opposer deux techniques. Ces deux techniques qui sont parfaitement complémentaires. Je suis tout à fait incapable de faire le tour complet du cerveau à 32 semaines, alors qu'en IRM, on le fera sans aucun doute. La substance blanche, on n'est pas bon, on n'est pas bon en échographie. Et donc, bien évidemment que dès qu'on a quelque chose qui touche le cerveau, voire d'autres organes, évidemment, on va demander une IRM. Toujours, Leïla, est-ce que la génétique et la génésie des corps calleux, moi je pense que c'est. Alors, la génétique et la génésie corcaleux, donc j'en ai un tout petit peu touché un mot là. Il y a eu un topo, mais que j'ai pas, malheureusement pas vu, j'espère le voir en replay, de Delphine Héron qui est à Trousseau ou à la Pitié, je ne sais jamais, et qui travaille sur effectivement ce qu'on appelle le callosome, c'est-à-dire une étude génétique tout à fait appropriée aux anomalies du corps calleux. Il semblerait, on en a parlé là au staff il y a 2 jours, il semblerait que on trouve un certain nombre d'anomalies qu'on ne voit pas à l'ACPA habituel, hein, la cytogénétique sur puce à ADN, et donc c'est vraiment en cours d'études. On ne peut pas faire tirer de conclusion encore là-dessus, mais je pense qu'effectivement, ça va faire progresser un peu les choses. Il est évidemment tout à fait important de dire que une anomalie du corps calleux, effectivement, est une indication à faire un prélèvement de liquide amniotique avec un karyotype et une ACPA. Oui, tout à fait. Donc, Soumeya Sibahi nous pose la question sur la dilatation des cornes frontales isolées. Est-ce que ça peut être pathologique ou pas? Bah, alors, les cornes frontales isolées, donc je ferai une double réponse. Si on voit par exemple sur une coupe axiale, non, je vais reprendre ma réponse. Sur une coupe axiale, on ne voit pas la corne occipitale proximale. On ne la voit pas parce qu'il y a une atténuation des ultrasons par la table osseuse et donc on ne peut pas se faire une idée. Je vous encourage, et je l'avais dit dans le topo sur les ventriculomégalies, je vous encourage à regarder les cornes frontales. Elles sont visibles parce qu'en fait, on a un abord qui est facile par la fontanelle mastoïdienne, et donc regardez ces deux cornes frontales. Si vous avez une corne frontale proximale qui paraît franchement large, attention, on est peut-être devant une ventriculomégalie unilatérale proximale qu'on ne verrait pas. Et il faut vraiment faire le maximum pour se faire une idée. On peut d'ailleurs, à ce sujet, tourner la sonde de 90 degrés pour faire une coupe coronale et voir si effectivement on met en évidence au niveau des cornes occipitales une différence de taille. Ensuite, les deux cornes frontales qui seraient larges, oui, ça peut se voir, mais on doit se référer au diamètre atrial pour voir si effectivement ça correspond à une ventriculomégalie ou si c'est rien du tout. Et comme il n'y a pas de mesure reconnue et faite et publiée des cornes frontales, effectivement, je pense qu'il faut s'en reporter au diamètre atrial. Alors, pour Dr Khorchi, qui est toujours présente, qu'on salue ici, il pose deux petites questions. Est-ce que le fornix correspond à la partie postérieure de la cavité septale? Bah, je vous ai montré sur une des slides. Je peux peut-être essayer de la retrouver. Ah oui, il faudrait que je repartage mon écran. Vous le verrez sur le topo. Alors, deuxième question pour Dr Khorchi, c'est de montrer le sillon olfactif et le chiasma optique. Alors, je finis sur le trigone. Ce qu'on voit quand on fait une coupe au niveau du complexe antérieur,
quand on regarde la partie postérieure de la cavité du septum, on voit deux petites formes ovalaires au bord postéro-externe de la cavité du septum, et c'est la partie antérieure des colonnes du trigone. Bon. Ensuite, les sillons olfactifs. Alors, on a parlé de la giration déjà, il me semble, dans un topo sur le cerveau normal. Oui, oui, oui. Donc, ça doit être dans les annales. Je vais noter ça, et quand on fera le prochain webinaire, je montrerai effectivement ces sillons olfactifs. Comment les voir, en tout cas, c'est assez simple. Les sillons olfactifs, par définition, correspondent au niveau des bulbes olfactifs, donc sont à la face inférieure des hémisphères frontaux. Les bulbes olfactifs, c'est des languettes assez plates sous ces lobes frontaux, et le sillon olfactif, c'est juste au-dessus. Donc, en fait, il faut faire une coupe antérieure, très antérieure, et on voit deux petites pointes de part et d'autre de la ligne médiane qui vont vers les hémisphères frontaux, et ces sillons olfactifs sont toujours présents à partir de 28 semaines. Dr Brada, toujours présent aussi, demande la génésie, je pense, de la cavité septale, la CFA, cavité septale, je pense, et IRM. Je vais dire, bien sûr que là encore, la réponse sera toujours la même à propos des anomalies du cerveau. Je vais dire, bien sûr, fromage et dessert, c'est-à-dire écho et IRM. Tout à fait. La dilatation du V4, 16e semaine, qu'est-ce que ça peut correspondre? On n'est pas dans le V3, plus tentoriel. Du V3. Le V3, le V3. Je vais dire, il y a intérêt à aller regarder en dessous s'il n'y a pas de problème. Effectivement, enfin, d'aller regarder au-dessus et en dessous. Déjà, si le V3 est large, je ne vois pas comment les ventricules latéraux ne seraient pas larges. Donc, effectivement, la question qui peut se poser à cette semaine, c'est est-ce qu'on n'est pas devant une pathologie qui pourrait entraîner une obstruction de l'aqueduc de Sylvius. Obstruction soit parce que l'aqueduc de Sylvius est atrétique, soit parce qu'il est obturé dans le cadre d'une infection ou d'une hémorragie. Tu es d'accord pour dire que la cavité septale représente 10% du BIP? J'en sais rien du tout. J'ai jamais regardé, mais j'en sais rien. Je ne sais pas. Donc, je suis désolé de ne pas répondre à la question. Je me la suis jamais posée. Si tu peux nous éclaircir, parce que ce qui s'est dit un peu par... c'est vous qui allez nous éclaircir. C'est-à-dire vous allez mesurer tous les bips et toutes les largeurs des cavités septales, et j'attends pour le prochain webinaire que vous donniez une réponse. Oui, on peut faire une étude flash, une étude sur 1000 dossiers et voir à quoi ça correspond. Pourquoi pas, ouais, pourquoi pas. Une étude flash. Ça pourrait répondre à la question. Alors, le papier auquel j'ai fait allusion de Rabbi Shawi là, sur cavité du septum large et délétion 22Q1, c'était un rapport, il faudrait ressortir le papier, je vous le ressortirai si vous voulez. C'était un rapport entre effectivement la largeur du septum et le BIP. Donc, il faut voir si effectivement la norme, c'est le 10e. C'est très intéressant. C'est une remarque très intéressante. Alors, avant de terminer, je voudrais quand même... attendez, j'avais une idée. Ah oui, je voulais dire, sur le plan technique, les images que tu nous as montrées qui sont sublimes, qui sont pratiquement superposables à l'IRM, et même, je dirais, avec plus de détails anatomiques, dans la majorité des cas, c'était des voies vaginales. Oui, c'est une très bonne remarque. Tu sais très bien mon attachement à un certain nombre de points. Et alors, je dois avoir l'Alzheimer parce que j'ai même pas réussi à parler de voie vaginale là sur ce topo. Mais c'est évident qu'il faut jamais se priver de la possibilité de regarder par voie basse quand on a un fœtus qui est en présentation céphalique. Il y a toujours des renseignements à rechercher. Et vraiment, avec le matériel dont on dispose actuellement, on est vraiment très à l'aise. Mais même, moi, j'utilise une sonde chez General Electric qui est la sonde 612,
Mais même avec la 5.9, on a des images absolument exceptionnelles. Et franchement, regardez, si vous regardez une fois par voie vaginale, si vous ne l'avez pas fait jusqu'à présent, vous allez être subjugué et vous ne pourrez plus vous en passer. Ben, Jacques, je dis que je suis tout à fait d'accord depuis qu'on a adopté cette voie, surtout pour les cas où on a vraiment la tête engagée, on ne sait pas qu'est-ce qui se passe. Et quand il y a des sérologies un peu suspectes, là, franchement, ça rend service. Donc, je voulais que tu reviennes sur une image de CMV. Tu as montré la symétrie de la cavité septale. Ouais. Et il y avait aussi des calcifications Oui. là, tu n'en as pas parlé, je sais que ce n'est pas le topo, mais les montrer, c'est toujours intéressant dans le cadre d'une CMV, les calcifications qu'on peut voir sur cette coupe coronale. Alors, attends, il faudrait que je repartage mon écran. Écoute, si tu veux bien, je note BIP et cavité septale, 10e. Je note de vous montrer des images de CMV et des calcifications, parce que je veux vous montrer des images encore plus complètes qui peuvent vraiment faire penser au CMV. Les calcifications, la microencéphalie avec les altérations de la giration, les synéchies à l'intérieur des ventricules qui peuvent faire penser qu'il y a un kyste postérieur. Donc, je note de vous montrer un petit keynote purement dédié au CMV. Eh ben, très bien. Sur ce, on te remercie toujours pour la clarté de ces topos dans un cadre des plus amicaux. On se donne rendez-vous le 3 décembre pour la suite, pour terminer avec ce cycle sur le cerveau et la boîte crânienne du fœtus, les contours. Je pense que tu l'as. C'est l'anomalie biométrique. L'anomalie biométrique, justement, de céphalique. Donc, le 3 décembre, un jeudi comme celui-là, à 19h, on te remercie encore une fois et on te souhaite. Mes chers amis, moi je souhaite une chose, c'est que cette saloperie de virus Covid nous laisse un peu la paix et qu'on puisse se retrouver autour d'un couscous, par exemple. D'un couscous, tout ce que ou d'un bon poisson grillé. Ah oui, là, sans aucun problème, c'est avec plaisir, comme d'habitude. Salut les amis, et puis merci pour tous les. Je vois là le vaccin, là, je sais pas, il y a quelqu'un qui a parlé du vaccin. Alors, je suis pas du tout spécialiste du Covid. Il y a plein de spécialistes du Covid, mais pas moi. Donc, voilà. Et donc, je vois surtout plein de mots très gentils avec merci et tout ça. Et bien, moi aussi, je vous remercie. Je vous remercie d'être là et de vous intéresser à ça qui est tout à fait intéressant. Ben, merci et bonsoir à tout le monde et au prochain webinaire pour terminer ceci. Yes, sir. À bientôt. Merci. À bientôt. Salut tout le monde. Salut.